Bonjour à tous. Madame Fleury, on va commencer. Madame Boulogne, vous êtes là? Oui, je suis là. Parfait. Donc, nous allons sans plus tarder commencer. Je vais laisser la place à Madame Fleury. Bonjour à tous, très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce webinaire sur l'accompagnement des aidants. Nous sommes heureux de vous accueillir tous. Donc, je suis Fleurette Francine, directrice de la Mutualité française. Bonjour à tous. Merci à Madame Boulogne. Merci à l'équipe d'être là un samedi matin. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Valérie Boulogne qui va nous faire un exposé. Nous aurons ensuite un temps d'échange. Donc, vous n'hésiterez pas non plus à poser vos questions dans le chat si c'est nécessaire. Donc, Madame Boulogne, c'est à vous. On va faire cette co-animation avec Jérôme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Bonjour à tous. Merci d'être présents sur le webinaire organisé par la Mutualité française sur la question du proche aidant, qui reste une question fondamentale de notre société en ce moment et maintenant plus jamais. Et aujourd'hui, la Mutualité française de Guadeloupe a choisi d'axer l'intervention que je vais faire aujourd'hui sur votre santé. Donc, l'intitulé, c'est « Vous êtes un proche aidant qui prend soin de vous ». Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Valérie Boulogne, je suis psychologue clinicienne. Je travaille également au conseil, j'exerce en libéral, mais je travaille également au conseil départemental, à la direction des personnes âgées et des personnes handicapées. Et dans ce cadre-là et de par mes fonctions, je suis confrontée ou je suis amenée à accompagner ou à donner des éclairages cliniques aux proches aidants qui accompagnent leurs parents au quotidien. Donc, on part bien du principe que dans cette direction, nous avons affaire principalement aux familles qui ont besoin d'informations pour accompagner leurs proches aidants ou qui ont besoin de comprendre ce qui se passe au domicile et comment favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible. Et si le maintien à domicile n'est pas possible, comment les faire basculer dans un accompagnement qui va être autre, c'est-à-dire une prise en charge en établissement, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou par rapport aux MAS, par exemple, maisons spécialisées, ou en accueil familial. Donc aujourd'hui, mon intervention va être axée sur vous et sur à peu près un élément qui est mis de côté quand on bascule dans les danses, on va dire, dans la prise en charge, où on parle de prise en charge, mais on va commencer par un accompagnement de son proche et qui va tout de suite basculer, qui va parfois basculer sur une prise en charge. Donc, je vais vous présenter mon diaporama en espérant qu'il s'ouvre. Voilà. Je vais vous faire quelques présentations, mais n'hésitez pas, comme l'a dit M. Geoffroy et Mme Fleuret, si vous avez des questions, de les noter à côté et je ferai de mon mieux pour y répondre. Alors, vous êtes un proche aidant qui prend soin de vous. Donc, on va commencer par dire que vous, votre statut de proche aidant a été reconnu juridiquement, mais cela de manière récente. Il a été identifié que vous êtes plus de 11 millions en France de proches aidants qui accompagnaient soit un parent, soit un enfant, soit un époux, soit un conjoint. Donc,
ça a commencé avec le rapport Pivotal, dit zéro sur solution, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui permet, par le devoir collectif, comment dire, que la personne qui en manque qui est en rupture de lien puisse trouver une solution à sa situation, c'est-à-dire alors qu'il ne rentre pas dans les cadres. Par exemple, on va dire que le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture pour les personnes en situation de handicap et leurs proches, c'est-à-dire qu'une personne lourdement handicapée qui ne trouve pas forcément de place en maths, par exemple, un dispositif va être mis en place et enclenché pour pouvoir trouver la solution qui est adaptée à sa situation, de façon à mieux l'accompagner et à soulager son proche aidant. Ensuite, vous avez la loi du 10 juin 2014, la loi relative à l'adaptation de la société à son vieillissement, qui est entrée en vigueur en 2016 et qui a posé pour la première fois le statut du proche aidant. Il faut savoir que beaucoup d'associations se sont battues pendant des années, on va dire, par exemple, pour l'association France Alzheimer et d'autres, depuis 1985, pour que le statut du proche aidant soit reconnu, proche aidant, anciennement aidant familial. C'est-à-dire que vous qui accompagnez au quotidien un parent qui avait un investissement, qu'est-ce qu'on fait pour vous? Tout est mis en place autour de votre proche que vous accompagnez, mais vous, qu'est-ce qui est fait pour vous? Et jusqu'à nouvel ordre, il était considéré que l'investissement que vous avez mis en place pour votre mari, votre enfant, votre voisine reste logique dans l'ordre des choses normales. D'accord? Et ce qui est parfois extrêmement difficile à comprendre parce que s'occuper au quotidien d'un proche aidant, quoi qu'on en dise, amène des sacrifices. D'accord? Sacrifice de temps, sacrifice au niveau financier. Les projets qu'on avait envisagés, on ne peut plus les envisager. Et beaucoup de proches aidants qui se retrouvent à la retraite et qui se sont projetés, qui se sont investis totalement dans leur travail, qui se sont dit, bon, ben maintenant, ma retraite va arriver, je vais partager, mon mari et moi, on va faire des croisières. Mais en ce moment, il n'y a plus de croisières à cause du coronavirus. Mais la perspective, c'était de partir en croisière. Sauf que un an, jour pour jour, après l'entrée de son parent, comment dire, à la retraite, ben, il fait une chute, il a une perte d'autonomie qui fait que ben, vous devez revoir tous vos projets et les sacrifices que vous aviez faits avant, vous disant que je me consacre à mon travail, je me consacre à ma famille et ensuite je verrai pour moi. Apparemment, la perspective semble boucher parce que vous devez accompagner quelqu'un, un membre de votre famille. Vous avez la loi Guidez du 22 mai 2019 qui favorise la reconnaissance du proche aidant et qui est venue renforcer la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Ensuite, récemment, vous avez eu le décret relatif à l'allocation journalière pour le proche aidant et la loi journalière de présence parentale qui est entrée en vigueur le 30 septembre 2020. C'est une loi, vous voyez le lien ici, hein. Donc, vous pouvez aller sur servicepublic.fr, c'est une loi, en fait, qui va permettre aux proches aidants salariés d'avoir une allocation, une indemnité, pendant qu'il s'occupe de son proche. C'est-à-dire qu'il pourra prendre un congé, et ce congé sera, il aura associé à ce congé, il aura une allocation. Avant, il y avait le congé du soutien familial, et ce congé-là, il n'était pas soumis à une allocation. Il était simplement, le salarié ne perdait pas ses droits à la retraite et pouvait réintégrer sa profession, mais il fonctionnait sous ses propres deniers. Donc, depuis 2020, vous avez la possibilité, en tout cas, d'accéder à ça, et je parle pour les aidants salariés. Si on va définir, le proche aidant a été défini, hein, donc par rapport à votre statut, vous avez une identité, maintenant vous avez une identité. Donc, l'aidant familial, c'est la personne non professionnelle qui vient en aide à titre
principal ou partie ou totalement à une personne dépendante de son entourage pour l'activité de la vie quotidienne. Donc, ça peut être le conjoint, ça peut être un concubin, ça peut être quelqu'un de pacsé, un ascendant ou un descendant, ça peut être un collatéral de 4e degré ou un autre membre de la famille. Donc, tous ces éléments-là ont été cadrés par la loi et vous avez un statut. Votre statut a été défini. Donc, ensuite, vous avez là, concernant les parents-enfants, le précédent, c'était pour un adulte handicapé. Hein. Là, maintenant, concernant le parent d'un enfant handicapé, donc ça va être toute personne qui va résider avec la personne handicapée ou l'enfant handicapé et qui entretient des liens étroits et stables avec elle. Donc, ça peut être le conjoint, le pacsé et toute autre personne. Ensuite, concernant les personnes âgées, l'accompagnement du proche aidant, le proche aidant qui accompagne une personne âgée. Donc, va être considéré comme un proche aidant d'une personne âgée. Donc, toute personne qui vit à son domicile et qui l'aide, l'accompagne dans sa vie quotidienne, mais de façon non professionnelle. D'accord? Donc, ça peut être le conjoint, ça peut être un parent allié, ça peut être un pacsé, ça peut être un cousin, ça peut être également un enfant. Ça peut être une voisine puisque le statut a été élargi. Donc, ça peut être toutes les personnes qui s'occupent d'un parent ou d'un ami de manière fréquente. Que va faire le proche aidant dans ces conditions? Il va participer à ses soins. Il va l'accompagner, il va faire l'accompagnement à l'éducation, à la vie sociale. Il va faire les démarches administratives pour cette personne et il va également faire la coordination aux soins. Il va devoir s'adapter aux changements qui peuvent être dus soit à ses conditions de vie, soit à l'évolution de sa maladie, de sa perte d'autonomie. Il va devoir faire preuve de vigilance parce que s'il a affaire à une personne qui a des pertes de mémoire ou qui a tendance à partir ou qui a un enfant qui, par exemple, a des crises de colère ou qu'il faut accompagner pas à pas, il est obligé de faire preuve de vigilance. Il va aussi être le soutien psychologique de cette personne, mais il va également être le soutien psychologique de son entourage. Parce qu'on va considérer que, comme c'est elle la plus forte, celle qui a les solutions, l'aidant va être appelé pour tout. Je suis cuisinière, par exemple, mais j'ai ma grande sœur qui a l'air d'être plus lucide, de fonctionner de manière plus claire que moi dans l'accompagnement de notre parent. Ben, moi, même si je suis cuisinière, je vais l'appeler pour lui demander qu'est-ce que je fais à manger à maman aujourd'hui. Donc, pour tout ça, vous allez être le soutien familial. Et là, on va parler de protomutant, autant pour les femmes que pour les hommes et parfois pour les enfants. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez des proches aidants qui sont encore au lycée. Vous avez des proches aidants qui sont encore à l'école primaire, qui doivent accompagner et soutenir au quotidien un parent qui a un trouble psychiatrique qui n'a pas forcément été reconnu et qui n'est pas identifié. Et concernant ces enfants, avec le temps, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront en rupture scolaire parce qu'on n'aura pas compris qu'il n'a pas pu venir à l'école ce matin parce que le parent ne s'est pas réveillé ou que le parent n'est pas rentré de la nuit ou que le parent l'a enfermé dans la maison ou il ne sait pas où se trouvent les clés. Donc, tous ces éléments-là font que, oui, le proche aidant, vous pouvez être dans les danses, on va dire, à tout âge. Ensuite, nous avons défini le proche aidant, d'accord? Ce qui reste essentiel puisque quand on a un statut, il faut savoir qui nous sommes. Okay? Maintenant, est-ce que vous, en tant que proche aidant, vous savez qui vous êtes? Je vais vous demander de poser la question. Si vous êtes un proche aidant, dites oui, je sais que je suis un proche aidant. Si vous ne l'êtes pas, dites non, je ne suis pas un proche aidant. C'est extrêmement important parce que dans les groupes de parole que j'ai animés pour les proches aidants, ce que j'ai pu observer et analyser, c'est que j'apprenais aux personnes qui sont au quotidien avec un parent qu'ils étaient proches aidants, avant aidant familial.
Je leur disais, mais si vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous rentrez dans la catégorie de proche aidant. Et on parle bien du principe où le gouvernement n'avait pas encore donné le statut officiel aux proches aidants. Les associations d'aidants familiaux, eux, savaient qui ils étaient, donc pouvaient s'identifier. Mais un aidant arrivait, je suis épuisée, je fais ça, je lui dis, mais madame, vous êtes proche aidant. Il me disait non. Le refus de son statut. D'accord? Non, je ne suis pas proche. Oui, vous êtes proche aidante parce que vous faites ça, 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 ça. Non, je refuse. Pourquoi? Parce que endosser le statut du proche aidant, ça veut dire prendre consciemment et accepter consciemment toutes les responsabilités qui vont avec, tous les engagements qui vont avec. Et c'est accepter consciemment que les membres de votre famille considèrent que vous êtes la seule et unique personne qui peut tout faire, qui sait tout, qui peut tout accomplir, qui a des solutions pour tout. Et vous devenez le centre de cet univers d'aide. Et même votre parent qui va, quand un autre de ses enfants va lui poser une question, la première chose qu'il dira, demande à ta soeur, demande à ton frère. Donc, à ce moment-là, vous êtes obligé d'endosser ce statut et de le prendre. Tant que vous le faisiez de manière inconsciente, ça allait, on est dans le mécanisme, on avance, on fait. On a un obstacle, on le franchit. On ne le franchit pas de façon consciente parce que si on le franchit de manière consciente, on se bloque. On n'arrive plus à franchir cet obstacle. Alors que si on fonce, comme si, bon, on va faire ses courses, on va prendre ça, c'est une habitude, on a déjà cette routine, ça passe. L'ignorance de son statut. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on fait. On commence à se poser, on commence à réfléchir et on commence à réfléchir à, quand on sait maintenant, je suis aidant, voilà. Ça, qu'est-ce que ça implique pour moi? Et moi, mon rôle en tant que psychologue, c'est de leur dire, ça implique tout ce que vous êtes en train de faire déjà. C'est de les remettre face à leur statut, à leur rôle, qu'ils ont pris d'office ou qu'on leur a imposé, mais ils l'ont pris en charge parce que c'est leurs parents, parce que c'est leur enfant, c'est leur voisin, parce qu'ils ne peuvent pas supporter de voir la voisine dans cet état. Quand vous apportez un repas à votre voisine d'à côté tous les midis, vous êtes dans les danses. Déjà. D'accord? Donc, à partir de là, ne serait-ce que ce geste va faire que, à un moment donné, vous serez le référent de cette personne. La CNSA, concernant on va parler des personnes, du statut des personnes âgées, la loi ASV a introduit la notion de proche aidant ainsi que celle de proche aidant indispensable d'une personne âgée bénéficiaire de l'APA. Ça veut dire que ils ont affiné votre statut. C'est-à-dire que vous avez un niveau 1 de l'aidance et un niveau 2 de l'aidance. Tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi j'utilise le mot aidance. Je pense que ce n'est pas un mot que vous entendez souvent parce que c'est un concept qui a été développé en 2016, je crois, par un universitaire bordelais qui s'appelle Jean Buisson et qui a voulu conceptualiser ce que vous faites tous les jours de manière instinctive. Et il faut pas, et l'importance de mettre des concepts sur vos actes, ça veut dire qu'à un moment, c'est un signe de reconnaissance pour ce que vous faites. Ça veut dire que quand vous serez face à un professionnel et que vous dites, je suis proche aidant, il ne dira plus, mais madame, ce que vous faites, c'est normal, mais monsieur, c'est votre parent, c'est votre enfant. Il dira, ah oui, effectivement, il y a une ligne dans les articles de loi qui font référence à vous. Ça veut dire ça. Vous êtes à ce niveau-là. Et c'est comme ça que votre reconnaissance, on va dire, nationale ou administrative, monte d'un cran. Donc, le proche aidant indispensable. Nous avons vu que le proche aidant, c'est la personne qui accompagne en général. Mais pour affiner et préciser l'aide, le proche aidant indispensable est celui qui assure une présence ou une aide indispensable à la vie à domicile du bénéficiaire de l'APA et qui ne peut être remplacé pour se faire par une autre personne à titre non professionnel. Donc, la CNSA a tenu à pris en compte le fait que
Cette définition, vous allez le trouver dans le guide de la CNSA, il suffira de taper sur Google, je vous l'enverrai, j'enverrai le lien si nécessaire, si vous en avez besoin, mais c'est une information qui est libre de droit sur Internet ou et qui est accessible facilement sur le site de la CNSA. Donc, il définit le statut et précise l'aide, c'est-à-dire qu'il a mis en place, il y a 2 niveaux d'aide et d'accompagnement. Vous avez le proche aidant qui a un entourage familial qui peut le relayer et vous avez un proche aidant qui n'a pas d'entourage familial. Et quand je dis pas d'entourage familial, je mets entre guillemets parce qu'il identifie que il peut y avoir un entourage familial, mais il n'y a pas de relais. Et le relais ne peut pas s'organiser. Et à partir du moment où vous êtes identifié comme cela, vous avez au niveau de l'APA un certain nombre d'aides qui vont pouvoir être mis en place pour vous. D'accord? Mais ça, c'est moyennant une évaluation du service concerné. Donc, qu'est-ce que cela veut dire assurer une présence ou une aide indispensable? Puisque oui, parce que moi, je pars du principe que je suis aidante, tout ce que je fais est indispensable, puisque je suis obligée d'être là matin, midi et soir. Si je ne dis pas avec mon parent, avant d'aller travailler, je suis obligée de passer pour voir si elle a pris son petit déjeuner. D'accord? Ou si la personne à qui que j'avais chargé de faire certaines choses l'a fait. Donc, à mon sens, comme c'est moi qui passe, je suis indispensable. Donc, on va préciser, ou ne serait-ce que l'appeler pour lui dire bonjour tous les matins, ça fait de moi quelqu'un d'indispensable puisque c'est moi qui l'appelle. Donc, aidant indispensable, assurer une présence sans laquelle la personne âgée serait en danger. Cette présence renvoie à une notion de surveillance. Assurer une aide qui porte sur les actes de la vie quotidienne et le proche aidant ne doit pas pouvoir être remplacé par un autre proche membre de la famille ou ami voisin de la personne. Ça ne veut pas dire que stratégiquement parlant, on se positionne en disant à ses proches, bon, ne venez pas, parce que pour avoir les aides, il ne faut pas que vous soyez présents. Ce n'est pas une bonne idée. Plus vous serez entouré, mieux la pression va baisser. Il faut être très clair. Les aides, il ne faut pas oublier que les aides, c'est un soutien que vous avez et non pas une prise en charge totale. Vous allez être soutenu pour une partie et vous, à votre charge, l'autre partie. C'est comme ça que les choses fonctionnent de manière réglementaire. Donc, il faut vraiment, quand vous au fur et à mesure, j'espère qu'au fur et à mesure que vous avez pris conscience de votre rôle d'aidant. Donc, prenez une grande respiration et soufflez. Parce que c'est là que ça commence. Pourquoi? Quand on vous dit qui prend soin de vous, est-ce que quelqu'un peut me répondre? Je ne verrai pas les réponses. Mais est-ce que vous avez déjà la réponse à qui prend soin de votre santé? Si vous avez la réponse, notez-la. Concernant la prise en charge, quand on vous parle de votre santé, quand on commence à vous parler de votre santé, ça veut dire qu'on est en train de vous réapprendre à faire quelque chose que vous ne faites plus. D'accord? Surveillez votre alimentation, votre rythme de sommeil. Et ce n'est pas que vous ne le faites plus parce que vous n'avez pas envie de le faire ou que vous avez choisi. C'est qu'il y a quelque chose qui vous empêche de le faire. Vous n'êtes pas rassuré. Vous avez peur. Vous êtes inquiète. Vous ne savez pas ce que l'avenir va vous réserver. Vous ne savez pas ce que l'avenir va réserver à votre parent, à votre enfant. Vous avez cette inquiétude en permanence avec vous. Donc, voici ce que vous risquez ou que vous avez déjà risqué, vous êtes déjà dedans, quand vous êtes dans un accompagnement exclusif. Exclusif dans le sens où vous ne mangez, respirez, dormez que pour la personne que vous accompagnez. Et quand je dis manger, respirer, dormir, c'est facultatif. C'est-à-dire, dormir devient facultatif, respirer, vous n'avez pas le choix. Dormir devient facultatif. D'accord? On va s'endormir dans un fauteuil, on va s'endormir en volant, on va s'endormir au bureau. Mais ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est qu'on soit à l'heure quand on accompagne le parent. Donc, vous allez risquer de perdre les loisirs. Effectivement, les loisirs, c'est surfait, c'est un luxe. Mais ça vous permet de respirer. Vous avez
vous risquez de perdre du temps libre, vous risquez de perdre des amis parce qu'ils ne vont pas forcément comprendre votre implication aussi intensive dans la relation à votre parent, surtout qu'ils voient que vous êtes en souffrance, qu'ils voient que ce n'est pas forcément une relation sereine, apaisante et que vous êtes dans l'inquiétude. Votre travail, votre qualité de productivité, est-ce que vous allez pouvoir répondre aux demandes formulées par votre employeur ou si vous êtes vous-même employeur, si vous êtes auto-entrepreneur, est-ce que vous allez pouvoir donner l'investissement qui vous sera nécessaire pour pouvoir accomplir les tâches données. Donc, il y a aussi les lois de demande familiale. La famille ne répond pas aux demandes quand on le demande, quand on le souhaite. Ils ne sont pas suffisamment réactifs. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas la même réactivité que vous? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne voient pas ce que vous voyez? D'accord? Ensuite, on va parler du sommeil, de l'appétit. Pour ceux qui veulent faire un régime, c'est parfait. Mais quand on a le ventre vide, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc, ce qu'on nous dit, de toute façon, le régime ne se fait pas en se privant. Ça a toujours été dit, ça a toujours été ça. Donc, si on part du principe qu'on fait un régime alimentaire en mangeant de tout, mais de manière dosée, c'est pareil pour la prise en charge de son aidant. On fait de tout, on l'accompagne de manière dosée, mais on fait le maximum et on le fait bien. Et on fait les bonnes choses. Et ça veut dire se tourner vers les bonnes personnes, vers les bons interlocuteurs. D'accord? La Guadeloupe est largement dotée d'organismes, d'associations, de dispositifs pour que l'accompagnement soit optimal. Notre problème, c'est l'accès à l'information. Nous aurons les moyens de mettre tout ça en place pour que l'information soit accessible de manière fluide. On va dire bienvenue au Covid, puisque le Covid a permis la dématérialisation de plein de choses. Donc, faciliter l'accès à l'information. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de maîtriser Internet. D'accord? Au fur et à mesure. Donc, ce que vous vivez au quotidien, isolement et incompréhension, sentiment de culpabilité, sentiment d'échec et d'impuissance. Le placement reste tabou. Sentiment d'isolement et d'incompréhension. Vous êtes seul. Alors, je vois que Madame Citadin, je crois, secoue la tête pour plein de choses. Donc, ça veut dire qu'elle pourra nous dire quelle étape elle a franchie pour ne pas se retrouver dans ces situations. Parce que les situations que je vous expose, ce sont les risques que vous, quand vous rentrez dans les danses, ce sont les risques que vous avez. Quand vous êtes déjà dans les danses et que vous n'aviez pas eu le cheminement de Madame Citadin, ça donne ça. D'accord? Et compte tenu de son sourire, je vois son sourire, j'ai tellement traversé, je me suis tellement battue, j'ai franchi les étapes pour monter faire mon rêve à l'isolement, incompréhension, sentiment de culpabilité, sentiment d'impuissance et d'échec. Et voilà, tout à fait. Donc, ça veut dire que c'est faisable. C'est faisable et tout dépend de la façon dont on va aborder les choses. Tout dépend de la façon dont on va vivre les choses. Parce que c'est ce qui compte. Nous avons un parent malade, nous avons un enfant qui souffre. Essayons de voir le côté positif de la chose. Je sais que maintenant, ce n'est pas possible. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est faisable. C'est faisable parce que si vous partagez votre expérience, si vous ne restez pas isolé, si vous parlez à votre médecin traitant, si vous parlez à votre voisine, peu importe les relations que vous avez, au moins, même si elle est tout le temps sur son balcon, au moins, elle verra que, bon, si vous avez un parent américain, si vous êtes parti, si vous avez un enfant qui a des troubles du comportement importants et commence à brûler sa voiture, elle vous appellera pour vous dire, il y a ton fils qui est imbriqué là, il veut brûler ma voiture, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? De manière cordiale et amicale, sans créer de conflit. Vous savez que vous avez un entourage qui est bienveillant et qui fait de son mieux pour vous accompagner et ne pas dans la surveillance et dans la délation, puisque vous ne pouvez pas avoir des yeux partout. D'accord? Ça veut dire aussi faire confiance à l'autre. Dans ces temps, ça reste compliqué, puisqu'on vous demande de vous méfier de l'autre en mettant des masques, en portant des gants. D'accord? Mais dans la relation, ça reste extrêmement important de savoir identifier ce que l'autre peut vous apporter. Même si elle ne vous apporte pas ce que vous souhaitez au moment où vous le souhaitez, elle fait à sa manière. Même si elle ne fait pas le repas comme vous l'aimez ou comme votre parent aime, elle fait au moins à sa manière. Ça veut dire que votre parent a mangé.
D'accord? Bon, si vous avez un parent qui dit on va manger ça, on va faire ça, comme ça, là, vous avez un problème. D'accord? Mais il y a toujours une solution. Mais il faut être suffisamment serein, détendu et confiant pour pouvoir la trouver. Donc, vous devez respirer, souffler, vous détendre et regarder autour de vous. Il y a des enquêtes qui ont été faites sur votre santé en tant qu'aidant. Association française des aidants. Je dis que vous êtes aidant parce que je pars du principe que vous avez déjà accepté au bout de, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, 20 minutes, vous avez déjà accepté votre statut parce que je suis très forte en tant qu'intervenante. Vous avez déjà accepté ce que vous faites, comment vous le faites et au moment où vous le faites, et peu importe la manière dont vous le faites, le plus important, c'est de faire. Et ensuite, on sera là pour vous accompagner, pour faire mieux, pour faire au mieux, pour optimiser ce que vous faites déjà. Parce qu'il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise pratique. Il y a juste la pratique et trouver les bons, on va dire, tuteurs, les bons rouages pour pouvoir améliorer ce qu'on fait déjà. Il y a une enquête qui a été menée. L'Association française des aidants, en 2015, a mené une enquête sur votre santé mentale, votre santé en général particulièrement. 48% ont déclaré avoir des problèmes de santé, 61% des problèmes de sommeil, 59% un sentiment de solitude et près de 25% augmentent leur consommation de médicaments. Et 70% n'ont plus de temps de loisir. En tout cas, et le loisir, ça peut être jardiner, je ne sais pas, aller marcher, respirer. Vous n'avez plus le temps de faire ça parce que tout votre temps est consacré à l'aidant. Donc, quels sont les risques pour vous? L'épuisement, le surmenage, la lassitude, le rejet de ce que vous faites, le rejet de ce que vous êtes, le rejet de votre entourage, le rejet de votre parent. Vous avez aussi l'agressivité. Votre seuil de tolérance aux paroles inutiles sera très, 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 très faible. D'accord? Et vous aurez deux solutions. Soit empêcher la personne de rentrer chez vous, soit lui donner un coup de truc. Mais bon, pour éviter le commissariat, la plainte, etc., il faut devoir expliquer que bon, vous l'avez frappé parce que ça fait 3 jours qu'elle est chez vous à avoir compté n'importe quoi. Il vaut mieux fermer la porte. Mais vous verrez plus bas qu'il ne faut pas s'isoler. Il faudra simplement canaliser ce que la personne pourra vous apporter. Ensuite, abandonner. Nous avons eu des exemples de familles qui ont laissé tomber, qui ont disparu parce qu'ils n'en pouvaient plus, parce qu'ils n'avaient plus d'aide. Et il ne faut pas, on ne part pas du principe que quand cette idée vous arrive, quand vous commencez à penser à abandonner, laisser tomber, que la foudre va vous tomber dessus. C'est une pensée qui est normale parce que ce que vous vivez est tellement dur psychologiquement et tellement dur physiquement. Parce que pendant que vous vivez ça au domicile, au travail, votre employeur ne va pas arrêter de vous harceler. Parce que ne serait-ce que le fait qu'ils vous disent bonjour, vous allez le vivre comme un harcèlement. D'accord? Vos collègues ne vont pas arrêter leur vie, ne vont pas arrêter de raconter leur week-end paisible sur la plage, écouter les oiseaux chanter pendant que vous essayez de dire à l'autre de ne pas faire ça, ou qu'il vous dit que ce qu'il mange est trop salé, vous êtes obligé de recuire parce qu'elle n'a pas mangé assez salé. Voilà. La vie continue autour de vous. D'accord? Ensuite, ça peut amener à des situations de maltraitance. Mais il faut toujours savoir que les professionnels qui doivent évaluer ce genre de situation tiennent compte de votre environnement, qui ne sont pas, avec toutes les formations, tous les webinaires qui existent, tous les documents qui existent, ils sont aguerris et ils sont formés à faire la part des choses. Ils ont une expertise sur qu'est-ce qui a provoqué cette situation. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, en tant que proche aidant, à cette situation. Donc, on ne sera plus dans, mais madame, je ne comprends pas pourquoi vous êtes énervée, monsieur, je ne comprends pas pourquoi vous êtes énervé, c'est votre parent, c'est votre mari, c'est votre... Non, il va se dire, ah oui, la situation est difficile. C'est ce à quoi sert l'identification du proche aidant, l'étiquette proche aidant, que vous devez garder, que vous devez conserver parce qu'elle a été reconnue, parce que vous êtes identifié, parce que vous êtes identifiable. D'accord? Vous n'êtes pas noyé dans la masse. OK? Ensuite, on est dans un accompagnement douloureux. Et ce que j'appelle un accompagnement douloureux, c'est un accompagnement où tout ce que vous faites pour votre parent, qu'il soit
que ce soit un enfant ou un adulte, c'est une souffrance. Lui donner à manger devient une souffrance psychologique. Le regarder devient une souffrance psychologique. Donc, vous avez un état dépressif anxieux, vous êtes plus irritable, vous pleurez fréquemment, vous avez un profond sentiment de colère que vous n'arrivez pas à exprimer ou que vous pensez que vous n'avez pas le droit d'exprimer. Parce qu'on vous dit que vous n'avez pas le droit d'être en colère parce que ce parent est le vôtre. Une sensation de suffocation. Vous êtes dans le déni ou le refus de la maladie. Vous avez peur de perdre le parent. Vous avez peur de vous perdre vous-même. Qui je suis devenue. Je ne suis plus la personne que j'étais avant. C'est soit j'ai perdu du poids, soit j'ai pris du poids. Il y a toujours quelqu'un qui va me faire remarquer, ah, tu es plus ridée qu'avant. Ah, tu as des cheveux blancs. Ah, oui, voilà. Ah, tu t'habillais mieux avant. Tu faisais tout bien avant. Oui, avant, j'avais pas un parent malade. Avant, je n'étais pas concentrée totalement sur mon parent. Et le sentiment d'être perdu. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand quelqu'un vous fait remarquer que quelque chose a changé, au lieu de le prendre comme une agression, prenez-le comme quelque chose de bénéfique. Ça veut dire qu'il voit ce que vous n'avez pas le temps de voir. Et ça veut dire qu'il vous aide à vous repositionner, à vous dire, mais effectivement, il y a quelque chose chez moi qui a changé et je ne l'ai pas vu. Et ça vous aidera à basculer petit à petit dans l'autre versant. Je suis une personne de dynamique, je m'occupe de mon parent, c'est difficile, mais je fais de mon mieux. Et je ne fais pas l'impossible. On ne vous demande pas l'impossible. Même si les autres ont tendance à vouloir vous dire faites l'impossible, on ne vous demande pas l'impossible. D'accord? Nul n'est parfait. Je vous parlais de l'aidance tout à l'heure. Je vous disais que, en fait, une recherche a été faite sur les différentes situations dans lesquelles tout le monde, chaque individu va se trouver à un moment de sa vie pour accompagner un parent. D'accord? Donc, on va vous parler de l'aidance naturelle. L'aidance naturelle, ça va être, comme j'avais donné l'exemple, de la personne qui va tous les midis, va apporter un repas à son voisin. Ce n'est pas qu'il en a forcément besoin, mais va apporter un repas à son voisin ou va aller lui poster une lettre. Ou vous avez votre parent qui n'a pas de problème majeur, mais le matin, vous allez lui acheter son pain. Vous allez lui apporter son pain, par exemple. Donc, rien de particulier, rien qui vous fait rentrer dans une situation où vous devez réfléchir à est-ce que mon parent est malade? Est-ce que mon parent a un problème? Et c'est là où on va basculer dans l'anté-aidance spécialisée. C'est-à-dire que vous allez repérer que votre parent a une difficulté à la marche. Vous allez repérer que votre enfant ne mange plus comme d'habitude. D'accord? Et là, vous allez partir à la recherche d'informations pour savoir, mais pour pouvoir mettre des mots sur ce que vit votre parent. Ensuite, vous allez, une fois que le diagnostic sera posé, si le diagnostic il y a, peu importe ce qu'il est, vous allez basculer dans l'aidance spécialisée. Donc, ça veut dire que si votre parent a un trouble de l'autisme, vous allez vous orienter vers les spécialistes. Si votre parent a la maladie d'Alzheimer, vous allez vous orienter vers ces spécialistes-là. Et vous allez mettre en place les éléments qui vont faire en sorte que l'accompagnement de votre parent se fasse en lien avec ce dont il souffre. D'accord? C'est la raison pour laquelle je vous dis que concernant votre proche, tout est mis en place pour qu'il soit accompagné. D'accord? Il faut simplement savoir où aller chercher l'information. Ensuite, vous avez la post-aidance spécialisée. Là, effectivement, si la maladie est réversible, vous allez au fur et à mesure sortir de cette notion d'aidance spécialisée, revenir à une prise en charge normale et cohérente. Et ensuite, vous avez l'inter-aidance, ça veut dire que vous allez rebasculer à une prise en charge normale, sans urgence, sans maladie. Vous allez accompagner le parent simplement. Donc, ça veut dire que sur le statut de l'aidant, il y a une réflexion qui s'est posée. Et cette réflexion a été posée grâce à vos combats, grâce à votre... vous n'êtes pas resté caché, vous avez témoigné, vous avez montré
que les choses étaient compliquées et difficiles et que vous aviez besoin d'aide. Pour les professionnels comme moi, nous ne pouvons pas deviner que ça va mal. Et même si on vous apporte une aide, il faudrait déjà que vous ayez envie de l'accepter. Il faudrait déjà que vous ayez envie de dire oui, Madame Boulogne, vous êtes psychologue, je n'ai pas peur de la psychologue, je ne suis pas folle, j'ai juste besoin de parler. D'accord? Si vous avez peur de la psychologue, moi je vous dis, vous avez une foi, tournez-vous vers la personne qui peut vous apaiser. Dès que la personne ne vous dit pas, faites avec et restez, respirez, il n'y a rien à faire d'autre, c'est la volonté de. Non, 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 non. Il y a des choses qui sont mises en place, aidez-vous avec l'existant et ce qui se passe, ce que vous avez en vous, ce que vous mettez en place, ce que vous créez. Parce que quand vous allez sortir de cette spirale-là, votre créativité va se décupler. Vous aurez l'esprit libre et vous aurez l'esprit libéré. Pourquoi? Parce que vous allez vous transformer en MacGyver de l'aidance. Et je vois que Madame Saint-Ad comprend bien, parce qu'elle connaît la série MacGyver. Donc, avec une boîte, elle fera une voiture. Avec une allumette, elle fera 3 béquilles, un barbecue et un château. D'accord? Donc, quand vous allez sortir de cet état de sidération qui est normal, il y a quelque chose qui vous arrive dessus, vous n'étiez pas préparé. Et même si vous y êtes préparé, il est difficile de l'accepter, de valider. Mais une fois que vous serez sorti de cet état-là, parce qu'à un moment donné, il va falloir en sortir, parce que la vie continue. Votre vie ne s'arrête pas avec le début de la maladie de votre parent. Votre vie continue avec lui et avec cette pathologie, cette maladie, ou avec cette perte d'autonomie, comment dire, partielle ou temporaire. D'accord? Donc, une fois que vous serez sorti de là, ça ira mieux. Donc, comment je dois faire sans m'oublier? Vous devez savoir prendre du répit. Donc, pour savoir prendre du répit, vous devez déjà identifier que vous êtes épuisé. D'accord? Et en général, quand on vous demande est-ce que ça va, on voit que ça ne va pas, on voit que vous marchez à peine, vous dites tout va bien, tout va bien, tout va bien. D'accord? Savoir repérer les moments où vous êtes identifié, où vous êtes épuisé. Savoir maintenir un lien social. Se cacher, se taire n'a jamais été une solution. Parce que dans votre entourage, vous avez toujours quelqu'un qui a un regard, avec son regard extérieur, vous donnera la solution pour vous permettre de continuer un petit peu plus. Et ensuite, surtout, accepter d'être aidé. D'accord? Ce qui est extrêmement difficile dans notre culture parce que tout doit rester au sein de la famille, ça ne doit pas sortir, tout doit rester sec. Je sais que la vie de Madame Stanet est un livre ouvert. C'est elle qui est la plus expressive. Mais il n'empêche que vous devez absolument accepter d'être aidé. Vous devez absolument accepter que nous vous aidions à passer ce moment difficile parce que votre vie continue. D'accord? Que votre vie doit continuer. Votre vie va continuer différemment. Pas forcément avec les objectifs que vous aviez au départ, quand vous étiez jeune, célibataire, plein de vie, séduisant. Et voilà, vous étiez un peu partout. Donc voilà, la vie a changé parce que maintenant, on a un facteur supplémentaire. On doit toujours rester beau, célibataire, bon, pas jeune parce qu'on vieillit, hein, mais pas célibataire parce qu'on a décidé de se marier. Au cas où, bon, ben, je dis ça comme ça, on dit c'est soit célibataire. Mais il n'empêche que on continue à vivre sa vie tout en intégrant le concept que je dois m'occuper de mon parent. Et ce n'est pas je, c'est nous devons nous occuper de notre parent. D'accord? Et utiliser tous les moyens à votre disposition pour améliorer votre qualité de vie. Et pour arriver à cela, vous devez sortir du brouillard. Et comme je dis, à un moment de votre vie, il va falloir sortir du brouillard. Ça reste fondamental. Ça reste un objectif à atteindre. Les mots-clés que j'ai tendance à toujours vouloir utiliser et qui sont difficiles à accepter. Accepter, renoncer et s'adapter.
Accepter que sa vie a changé. Accepter qu'on soit devenu un aidant principal. Accepter qu'on soit devenu un aidant indispensable. Qu'est-ce qui fait qu'on doit devenir on peut redevenir un simple aidant? D'accord? Accepter de renoncer à la vie qu'on avait prévue, qu'on avait imaginée. Accepter à renoncer, d'accord, aux parents tels qu'ils étaient, tels qu'on aurait voulu qu'ils soient, tels qu'on aurait voulu qu'ils deviennent. Et ensuite, s'adapter à la situation qu'on vit actuellement. Et afin de franchir toutes ces étapes, il reste fondamental que vous puissiez déjà accepter que votre vie a changé. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est difficile de le vivre, mais ce n'est pas impossible à réaliser. Les bons leviers, les bonnes personnes, le bon état d'esprit et le bon environnement. Vous avez des éléments, vous avez des aides qui ont été mis en place, des dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement, par le biais du conseil départemental, par le biais de vos mutuelles, par le biais de vos assurances, par le biais de la sécurité sociale. Chaque organisme a son module aidant, on va dire. Mais il faut aller chercher l'information là où il est, là où elle est par nous. D'accord? Ensuite, pour finir, qui peut donc répondre à la question? Qui prend soin de vous? Je vous laisse la parole. Donc, pour ceux qui veulent, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. C'est bien ça, Madame Boulogne? Oui, c'est bien ça. Je peux répondre? En fait, oui, qui prend soin de moi? Je suis mieux placée que quiconque pour pouvoir prendre soin de moi parce que je sais où j'ai mis les pieds et à quoi je m'attends. Donc, c'est bien que je me suis organisée de manière à ce que, quand je suis fatiguée ou avec ma soeur, on puisse faire donc les choses pour ne pas laisser ma mère que ce soit toute seule. On s'est organisé. Donc, je pense, comme je disais, la personne qui peut prendre soin de moi-même, c'est moi-même. Donc, je mets les choses en place. Voilà. Je m'adapte à la situation et j'inclus ce qui est le plus important, c'est la personne même qui doit être aidée, qui doit aussi faire aussi sa part. Donc, avec maman, donc, on a une très bonne communication et je pense que pour pouvoir régler les différentes choses, la pierre angulaire même de tout ça, c'est la bonne communication. Donc, une fois qu'il y a cette communication, on peut ainsi faire les choses comme il le faut. Excusez-moi. Ben, voilà, donc, excusez-moi. Vous avez recoupé votre micro. Voilà. Donc, c'est ce que j'expliquais. C'est moi-même en faisant ce qu'il faut. Ça y est, j'ai fini. Ben, oui, en effet, hein, je pense qu'on peut en arrêter là hein, parce que Madame Cital a répondu hein, à la question. Donc, on peut tous rentrer chez nous. Effectivement, autour de nous, les organismes sont là, sont mis en place, tous les éléments sont mis en place pour être accompagnés par l'extérieur.
Mais les seules personnes qui peuvent prendre soin de nous, c'est nous-mêmes. C'est en acceptant la situation dans laquelle nous sommes, en sachant identifier ce que nous vivons et en mettant les choses en place pour qu'on puisse s'organiser au mieux. Quand on en parle, on a l'impression que ce n'est pas facile, mais je reste persuadée que Mme Citadin est passée par une période extrêmement compliquée de réajustement, de questionnement, de repositionnement pour pouvoir atteindre l'état de plénitude qu'on voit à l'écran actuellement. Donc, cela signifie que c'est possible et que c'est faisable. J'ai toujours tendance à dire qu'on est dans la sidération. Tout à fait. Combien de temps allons-nous rester dans la sidération? Parce que la situation, elle est comme elle est. Qu'est-ce que l'on peut mettre en place? La maladie peut avoir deux aspects, soit éloigner les familles, soit rapprocher les familles. La question est, où est-ce que vous pouvez vous ranger? Les peurs de chacun s'expriment de différentes façons, qui peuvent ne pas nous convenir, mais s'expriment de différentes façons. Je n'ai pas forcément entendu quelqu'un me dire que j'ai un parent qui foncièrement s'est organisé pour mettre mon autre parent en difficulté pour pouvoir le maintenir dans cet état. Je réfléchis et pour le moment, je n'ai jamais entendu que c'est quelque chose qui se faisait volontairement. D'accord? Donc, si on prend soin, qui prend soin de vous? Il n'y a que vous qui pouvez prendre soin de vous de la meilleure façon qui soit. Nous, les professionnels, nous ne pouvons que vous apporter des éléments, vous dire, c'est à la carte. Voici ce qui est proposé. De mon côté, c'est un éclairage clinique, un soutien psychologique, un accompagnement le long terme. Mais ce n'est pas un accompagnement perpétuel, c'est un accompagnement pour vous aider à franchir un cap que vous savez que vous pouvez franchir. Et nous savons que ce n'est facile pour personne parce qu'il faut tenir compte de son histoire familiale, de la relation avec la personne qu'on doit aider. Ça veut dire que c'est nous qui devons faire l'effort de renoncer. Et quand j'ai dit renoncer, ça veut dire aussi de pardonner. Donc, aller de l'avant, mettre de côté les histoires passées pour pouvoir avancer. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile et compliqué. Donc, qui prend soin de vous? C'est vous. Une autre personne? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ah, voilà. Effectivement, j'essayais de prendre la parole. Bonjour à tous et merci pour cette visioconférence. Alors, c'est vrai que je vais dans le sens de l'intervenante précédente, que nous sommes d'abord les premières personnes à prendre soin de nous, mais je vais particulièrement insister sur le fait que nous ne devons pas être les seuls, parce que s'il est vrai qu'il existe d'autres moyens, des possibilités d'accès à des entreprises de répit, des possibilités d'accès à du matériel comme du multisensoriel qui peut apporter aussi un soutien excessivement important du point de vue mental de l'aidant, et surtout toutes les lois que vous avez citées tout à l'heure et qui pourraient permettre aux aidants d'accéder à différentes possibilités. Moi, je pense que tout est absolument imbriqué, complémentaire. Certes, il existe parmi nous, j'ai vu qu'il y a, je crois, 11 millions d'aidants, il existe des personnes qui ont un mental puissant. Il existe des personnes qui sont capables de bien vivre cette situation. Mais combien? Point d'interrogation. Donc, je pense qu'effectivement, dans le contexte actuel de cette visioconférence qui est supposée nous apporter des directives, des conseils, des astuces, il est intéressant qu'on pointe
bien le fait que oui, nous sommes en mesure de nous aider nous-mêmes pour certains d'entre nous, mais qu'il est important que nous puissions avoir davantage accès à toutes sortes d'informations, toutes sortes de moyens pour justement, comme vous disiez tout à l'heure, rendre meilleure notre propre qualité de vie. Je voudrais juste faire un petit rectificatif car c'est vrai que j'essayais de faire un signe avec la main, je ne savais pas trop comment m'introduire dans la discussion et j'ai oublié quelque chose d'important, entre guillemets. En tout cas, j'ai oublié de me présenter. Je suis Arsenia Rousseau, je suis un aidant, d'une part. D'autre part, je suis cette visioconférence parce que je suis présidente d'une association senior et nous avons quelques cas. Et je suis moi aussi un aidant avec un mental. Je me suis plantée véritablement comme un arbre lorsque je me suis trouvée face à cette situation, d'autant plus que j'en gère deux. Ce n'est pas facile et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il est vraiment très, très important de prendre en considération tout ce qui peut nous être apporté de l'extérieur pour venir cimenter ce mental que nous avons. Car il y a une inconnue devant nous. Combien de temps cela va-t-il durer? C'est une grande inconnue. Et combien de temps allons-nous pouvoir puiser dans notre propre vitamine mentale? Combien de temps nous allons pouvoir garder notre silhouette si nous continuons à en prendre soin, si nous arrivons à trouver des petits créneaux? Combien de temps nous allons garder notre joie de vivre si elle est encore, ne serait-ce qu'un soupçon qu'il y a encore un petit peu de présence de joie de vivre? Combien de temps fait que je réponds oui, nous sommes les premiers à prendre soin de nous, mais il faut que nous ayons autour de nous toutes sortes d'associations, de moyens, de lois, de méthodes et de moyens financiers aussi, de moyens humains et financiers pour nous permettre de complémenter tout ça et de faire en sorte que nous puissions aller le plus loin possible en étant le tout ensemble. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Hein. Et à la question qui prend soin de vous, c'est vous-même, ça veut dire que c'est vous qui allez chercher, comme vous l'avez excellemment dit, c'est vous qui allez chercher le complément dont vous avez besoin pour pouvoir tenir le plus longtemps possible. Parce qu'effectivement, vous avez parlé de l'inconnu. Combien de temps cela va durer? Et c'est la raison pour laquelle je disais, on a accès à certaines choses. Il y a des personnes qui s'en sortent très bien, mais elles s'en sortent très bien également parce qu'elles sont soutenues, parce qu'elles ont fait utiliser l'APA, par exemple, parce qu'elles ont optimisé l'utilisation de l'APA. Nous avons des exemples d'aidants familiaux qui ont l'allocation, qui ont l'APA, mais que quand l'auxiliaire de vie arrive, par exemple, le repas est déjà fait, la maison est déjà nettoyée. Et pourtant, elles se sentent épuisées. Et quand l'auxiliaire arrive et se rend compte que bon, tout est fait, elle attend et se dit, oui, mais tu ne travailles pas. Oui, mais l'auxiliaire de vie n'ose pas lui dire, oui, mais madame, quand je viens chez vous, tout est fait. Laissez-moi au moins une tâche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, prendre soin de soi, avoir l'énergie, ça ne veut pas dire renoncer à ce qui existe à l'extérieur. Au contraire. C'est-à-dire qu'on doit prendre soin de soi en faisant son propre package. On fait son package. Je vais chercher, je vais avoir la part. Je vais aller vers une association. Je vais être soutenue par l'association comme la vôtre. Je vais aller à la plage. Je vais dire à ma soeur qu'on va se relayer. Et c'est ça, prendre soin de soi. Ça fait partie de tous ces éléments-là. Et je vais aller voir mon médecin traitant. J'ai un ongle cassé, je vais aller voir le médecin traitant. Parce que si je ne vérifie, bon, je ne dis pas d'aller encombrer le cabinet du médecin traitant pour un ongle cassé. Je dis simplement que vous avez mal à la tête, ça ne passe pas, vous avez des migraines, ça ne passe pas avec ce que vous prenez naturellement ou habituellement pour aller mieux, vous devez passer à autre chose. Vous devez aller voir votre médecin. Vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à vous reposer, vous devez aller voir votre médecin traitant. Donc, vous devez être dans le partage. Parce que c'est la parole qui libère, comme on dit.
C'est la parole qui va faire que, il y a quelqu'un qui vous dira, mais va voir un tel, il connaît. Va à tel endroit, peut-être qu'il te donnera les informations dont tu as besoin. Donc, ça n'empêche que l'information, qui ira la chercher? Nous, professionnels, nous sommes là pour vous apporter l'information si vous ne l'avez pas vue. Mais on pourra vous apporter toutes les informations qu'on veut. Si vous n'êtes pas encore prête à les accepter, à les valider, si vous n'êtes pas encore prêt à recevoir l'aide des autres, si vous n'avez pas encore bien compris comment ça fonctionne, par quel processus, par quel biais vous pouvez passer, ou qu'est-ce que ça va impacter dans votre vie, parce qu'il faudra accepter cette aide-là. Donc, il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision que nous, professionnels, nous pensons être la meilleure pour vous. Mais vous savez, madame, votre parent ne peut pas rester seul à domicile. Il va falloir le placer. Ah bon, pourquoi? Mais parce que vous êtes épuisé, parce que je vois que vous êtes fatigué. Mais ça, c'est mon regard extérieur. Mais quel est le vôtre? Est-ce que vous avez utilisé toutes les options? Et la loi de l'adaptation de sa société à son vieillissement, la loi de 2015, renforce le principe du maintien à domicile. Donc, le maintien à domicile ne se fait pas parce que ne se fait plus, ne peut plus se faire parce qu'on a utilisé tous les moyens possibles et imaginables pour pouvoir maintenir la personne à domicile et en dépit de ces moyens, ce n'est pas possible. Mais les décisions à prendre pour vous, pour votre parent, vous êtes les seuls à pouvoir les prendre. Vous êtes en première ligne. Et le professionnel va arriver après et va essayer d'analyser, mais apparemment, ils ne sont pas en mesure de prendre la situation. La situation se dégrade, on ne voit pas qu'ils aient soit compris, soit évolué, soit changé. Parce qu'on vous donne toujours l'opportunité de faire évoluer votre pratique, de voir les choses autrement, de faire abaisser votre souffrance. D'accord? Donc, dans ce cadre-là, oui, qui prend soin de vous? C'est vous. Et votre créativité va se décupler quand vous serez moins apeuré, quand vous aurez moins peur de ce que va vous réserver l'avenir. Parce que c'est ça. S'occuper d'un parent, c'est essayer de voir si on va plus loin que demain matin. Et si on arrive si on arrive déjà à se projeter, ça veut dire que j'ai prévu qu'on est samedi, j'ai prévu que lundi, je vais aller faire mon marché, avec ou sans mon parent. D'accord? Et ça, c'est la première chose, c'est la première voie vers le prendre soin de soi. Ensuite, mon esprit s'ouvre et là, je me dis, mais attends, mais si je peux faire ça et qu'elle est restée seule, il n'y a pas de problème, ou qu'elle est venue avec moi, je n'ai pas eu de difficulté particulière à gérer son environnement, à contrôler son environnement et à faire en sorte qu'elle soit bien, qu'elle n'ait pas peur, ou que moi, je n'ai pas peur des autres. Les autres ont été respectueux envers moi et mon parent. Donc, ça veut dire qu'on peut rajouter un élément supplémentaire. Ensuite, ça veut dire qu'on peut se rapprocher d'une association comme la vôtre. Ça veut dire qu'on peut s'ouvrir, quand je veux dire maintenir le lien social. Il y a le maintenir le lien social, mais il y a aussi renouer du lien social. En ne restant pas seul, en étant dans une association, par exemple, ou en ouvrant ou en faisant des fêtes de famille également. Parfait.
Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Oui. Je voulais dire, en fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, moi, ça fait plus de 3 ans que je m'occupe de ma mère, mais je ne suis pas rémunérée, je n'ai pas fait de démarche auprès d'aucune association quelconque pour dire que je suis aidant familial. Et surtout que là, maintenant, je viens de mettre un terme à mon contrat plus tôt que prévu pour pouvoir m'occuper de ma mère, parce que là, j'ai décidé de prendre ma retraite. Donc, comment financièrement je pourrais éventuellement m'en sortir? Parce que ma retraite, c'est vrai elle sera très, très, très basse. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un document à remplir pour être reconnu en tant qu'aidant familial et être rémunéré? C'est ça ma question. Alors, je vais répondre à la question. La reconnaissance en tant qu'aidant famille, il n'y a pas vraiment un document à remplir disant qu'on est proche aidant. À partir du moment où vous avez fait une demande d'appart, à partir du moment où vous signalez que vous vous occupez d'un parent, vous allez être entré dans la case proche aidant. Et en fonction de cela, on verra, l'administration vers laquelle vous tournez verra ce à quoi vous pouvez bénéficier. La question de la rémunération, par exemple, comme je vous ai dit, le statut du proche aidant faisait que, en fait, le statut du proche aidant salarié vous aurait permis de disposer de l'allocation. D'accord? De disposer de l'allocation et de l'allocation du proche aidant et de percevoir une indemnité qui est, quand on est célibataire, quand on est de 43 € à peu près, et quand on est en couple, donc 43 € en couple et 50 € à peu près en tant que célibataire. Sauf que là, en tant que retraité, vous n'avez pas droit forcément, il n'y a pas d'indemnité particulière auquel vous pouvez bénéficier. Je dirais sous couvert d'une assistante sociale qui pourrait éventuellement répondre à la question. Concernant l'allocation personnalisée d'autonomie, vous pouvez être la tierce personne de votre parent. Et en tant que tierce personne de votre parent, si vous n'êtes pas le tuteur, vous pouvez percevoir la rémunération, en tout cas, l'aide financière qui est dévolue aux tierces personnes aidantes, moyennant des démarches administratives, c'est-à-dire être inscrite à l'URSSAF en tant que tiers aidant et avoir des fiches de paye, être payé, enfin faire le CESU, etc. Sauf que la rémunération ne sera pas forcément à la hauteur du temps que vous allez consacrer à votre parent. Parce que l'allocation personnalisée d'autonomie, c'est une aide qui se fait en fonction du nombre d'heures, qui est donnée en fonction d'un certain nombre d'heures. Et qui peut être, comment dire, c'est-à-dire quand vous avez une auxiliaire de vie qui est extérieure, qui intervient chez vous, elle reste 1 heure, 2 heures. C'est en fonction de ça. Donc, elle sera rémunérée en fonction du nombre d'heures qu'elle fait chez vous. Donc, 2 heures par jour, etc. Vous, en tant qu'aidante, vous aurez un nombre d'heures, c'est-à-dire que votre maman aura un nombre d'heures pour son accompagnement. Et peu importe le temps que vous allez rester avec elle, le nombre d'heures n'évoluera pas. Le statut du proche aidant indispensable va vous permettre soit quand il sera évalué votre niveau d'épuisement, s'il y a un niveau d'épuisement, va permettre soit de majorer l'aide le nombre d'heures qu'elle perçoit, soit vous faire bénéficier d'un répit. Le statut du proche aidant peut également vous permettre de bénéficier d'un relais d'hospitalisation si vous devez avoir une hospitalisation programmée. Vous avez un accompagnement qui vous permet d'avoir quelqu'un qui vous relève. On parle bien du proche aidant indispensable.
Donc, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, concernant la rémunération en lien avec la prise en charge de votre parent, vous êtes retraité, vous n'y avez pas, à part l'allocation personnalisée d'autonomie en tant que tiers, en tant que tierce personne, vous pouvez en bénéficier. Et si vous êtes prête à accepter les conditions dans lesquelles vous allez travailler, que vous allez être rémunéré, c'est quelque chose qui est faisable. Si vous n'êtes pas prête aux conditions dans lesquelles vous allez travailler, vous avez un certain nombre d'heures pour être présente avec votre parent 24 heures sur 24, ça va être difficile. Donc, il faut bien réfléchir à ce positionnement-là. Vous pouvez éventuellement vous rapprocher soit de votre mutuelle, soit de la sécurité sociale pour voir quel paquet, qu'est-ce qu'ils proposent aux personnes qui ont votre statut de proche aidant. Vous n'avez pas une étiquette de proche aidant tatouée vous n'avez pas un tatouage de proche aidant. Il suffit d'expliquer votre situation. Le professionnel saura vous identifier compte tenu des tâches que vous faites pour votre parent. Parce que les nomenclatures existent pour pouvoir faire la distinction entre le proche aidant, le proche aidant indispensable et le proche aidant. Et là, en fonction de cela, en fonction de l'organisme vers lequel vous vous tournez, ils vous diront s'ils mettent en place des aides ou des modules pour les proches aidants. Donc, c'est ce que je peux vous... c'est la réponse que je peux vous apporter. Et s'il peut y avoir un complément d'information, n'hésitez pas. J'espère au moins avoir répondu à votre question le plus clairement possible. Oui, c'est bon. C'était à peu près les informations que j'avais. Donc, je voulais savoir s'il y avait de nouvelles choses. C'est bon. Parfait. Madame Ferré. Oui, Jérôme, tu m'entends pas? Oui, je vous entends très bien. Donc, je pense que nous sommes arrivés au terme. Oui. En tout cas, si nous avons pu aider les uns et les autres, si vous avez pu avoir des réponses, nous vous remercions. Madame Boulogne, merci beaucoup pour ce temps d'échange, de partage, pour toutes ces informations communiquées. Et c'est vrai que nous n'hésiterons pas à revenir vers vous pour répondre à nouveau à des demandes semblables. Ce n'est que le début dans ce temps d'échange et de partage pour la prise en compte des aidants. Merci beaucoup en tout cas. Donc, merci à tous. Jérôme, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter. Je te laisse le soin de conclure. Alors, je voudrais également remercier Madame Boulogne. C'est vrai que c'était très clair avec une expression très douce. Voilà, donc exposer les choses et aussi apporter des réponses concrètes. Donc, c'était vraiment un bon moment. Et puis, merci aussi à tous d'avoir partagé, puisque ça a été quand même assez vivant. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai souligné. La communication, c'est important. Donc, parfois, c'est bien aussi de discuter pour soit savoir si on fait bien, soit savoir si on peut faire mieux, ou, etc., etc. Donc, merci à tous. Passez un bon week-end et à la prochaine. Merci encore. Et puis, bonne fête à toutes les mamans. Bon courage aux mamans aidantes. Merci beaucoup. Exactement, pour demain. OK. Merci à tous. Allez, au revoir. Au revoir.